Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Donc, bonjour. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. On se rattrapera le 8 novembre. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu des mails pour les gens qui voulaient les diapositives. Il y a un garçon qui m'en avait envoyé un il n'y a pas très longtemps et j'ai perdu son mail. Donc, qui me le renvoie et j'ai aussi un autre mail. Donc, envoyez si vous voulez les diapositives et le texte du cours. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie ça. Par ailleurs, vous pouvez suivre les cours maintenant sur le site du collège. Au début, il n'y a pas d'image, mais bon, après, il y en aura. Voilà. Donc, la semaine dernière, on avait un tout petit peu parlé beaucoup des oiseaux d'ailleurs. En fait, pas mal des oiseaux, hein. Et aujourd'hui, je m'apprête à passer aux mammifères. Je pense que ça vous intéresse plus que les oiseaux. Peut-être tort, mais enfin bon. Et avant de passer aux mammifères, je vais vous faire une petite comparaison entre les différentes espèces pour ce qui est de la neurogénèse chez les adultes. Donc, vous voyez ici, c'est un article que j'ai pris qui est signé par Laure Bailly-Cuif en 2007 et qui a comparé la neurogénèse dans différents types de vertébrés. Vous avez un canari, maintenant vous êtes familier avec le canari, hein, en haut à gauche. Une souris, un lézard et un poisson. Et ce que vous voyez dans le canari, que vous saviez déjà, c'est que vous avez une grande zone en rouge qui forme des nouveaux neurones chez l'adulte, en particulier deux zones très fortement marquées, avec le pallium, c'est là où vous avez en fait les high vocal centers, le centre du chant des oiseaux dont on a parlé la semaine dernière. Et dans le striatum, c'est là que vous avez, je crois, la RAX, il me semble. Donc, ce sont des sites où il y a énormément de neurogénèse. Même dans l'air X, chez les oiseaux, il y a la neurogénèse. Ce n'est pas parce que ça ne projette pas chez l'adulte, c'est-à-dire que les nouveaux neurones ne projettent pas sur l'air X chez l'adulte, qu'il n'y a pas de la neurogénèse dans cette aire. Donc, il y a beaucoup de neurogénèse chez l'oiseau. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a jamais trouvé de neurogénèse dans le bulbe olfactif. Peut-être qu'ils ne sont pas assez développés chez les oiseaux. En tout cas, c'est une des rares espèces où il n'y en a pas. À côté, vous avez la souris. Et la souris, on en a déjà parlé. Il y a deux zones essentielles de neurogénèse chez l'adulte. Une, c'est le gyrus dentelé, ici, qui est au niveau de l'hippocampe. Je reviendrai très très longuement sur l'hippocampe aujourd'hui et peut-être le 8 novembre. Et puis l'autre, c'est donc la zone subventriculaire, celle qui borde les ventricules, dans lesquelles les neurones sont générés et migrent dans les régions antérieures pour aller repeupler la population d'interneurones inhibiteurs du bulbe olfactif. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai longuement. Chez le lézard, qui est ici, vous avez dans le cortex du lézard, vous avez une neurogénèse qui est quasiment dans toutes les régions du ventricule latéral. C'est-à-dire que le lézard est un animal qui se renouvelle pratiquement à tous les niveaux, même si on ne connaît pas les types cellulaires qui sont générés chez l'adulte, chez le lézard adulte, au niveau du cortex. Enfin, le poisson zèbre ici, qui est un animal qui est de plus en plus utilisé en embryologie et en génétique. Vous voyez ici qu'il y a une sorte de réversion, c'est-à-dire que la zone de neurogénèse est retournée comme un gant, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'intérieur, comme ici, elle est à l'extérieur. Donc en fait, la zone de neurogénèse chez le poisson est entièrement externe et c'est tout le cortex du poisson qui se régénère. C'est-à-dire qu'elle est uniforme à la surface du cortex. Alors, évidemment, le cortex, ce n'est pas grand-chose chez un poisson, ne pas dire du mal des poissons, mais vous voyez, voilà le cortex du poisson. Voici ici le toit optique du poisson, c'est-à-dire son mésencéphale. Mais la neurogénèse n'est pas limitée au cortex chez le poisson. Vous voyez, elle est aussi dans le toit optique. On en voit pratiquement dans toutes les régions du cerveau de poisson. Il y a de la neurogénèse.
aussi former de nouveaux neurones dopaminergiques. C'est vraiment un animal qui est assez étrange de ce point de vue. Donc c'est un animal dont le cerveau est en renouvellement permanent et en croissance permanent. Bref, on ne se baigne jamais deux fois dans le même poisson. C'est-à-dire que c'est jamais la même animal. C'est jamais le même animal. J'ai pas beaucoup de place là. Excusez-moi, mais je suis un peu désorganisé aujourd'hui. Donc pour conclure sur celui-là, donc je pense que vous devriez, ceux qui sont intéressés peuvent lire cet article. C'est un article assez intéressant sur la comparaison de la neurogénèse adulte dans différentes vertébrés. Mais il semble que le cerveau adulte des espèces non mammaliennes, oiseaux, poissons et quelques reptiles, possède des cellules souches neurales qui sont tout à fait comparables à celles qu'on trouve chez les mammifères. Donc il sera important de continuer ces études chez ces animaux, parce que comparer le statut de la chromatine, son statut épigénétique en particulier, l'ensemble des gènes transcrits, le transcriptome et traduits, le protéome, devrait permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette neurogénèse adulte et de faire le lien entre ce phénomène et aussi la modulation du comportement animal. Parce que non, on s'en fiche pas mal qu'il y ait de la neurogénèse chez l'adulte, on veut savoir à quoi ça sert au niveau comportemental chez un animal. Alors pour ce qui est de revenir au point de départ, c'est-à-dire à la controverse sur cette question de la neurogénèse, je vais revenir à un papier, ça va être encore un peu historique cette fois-ci, et puis après on va partir dans des choses plus contemporaines. Enfin oui, je ne pourrais pas m'empêcher de revenir un petit peu en arrière de temps en temps. Mais... Donc là c'est l'article de Pascal Rakish, qui a été publié dans Science en 1985, et dont le titre est « Les limites de la neurogénèse chez les primates ». Alors, attendez, parce que... Bon, c'est pas grave. La limite de la neurogénèse chez les primates. Il faut que je sorte les images. Peut-être que je montre une petite table la prochaine fois, je ne sais pas, en plus. Donc, cette limite de la neurogénèse chez les primates, et le résumé que vous pouvez voir dit à peu près tout, c'est-à-dire les seules cellules qui prolifèrent chez les primates adultes sont des cellules gliales. Fermez le banc. En aucun cas des neurones. Et il commence en faisant référence évidemment aux travaux publiés sur les autres vertébrés, les oiseaux, les petits mammifères, le rat essentiellement. Et il affirme les implications fonctionnelles du remplacement ou de l'addition d'un nombre seraient-ils minimes de neurones dans le cerveau sain ou lésé d'humains, jeunes ou adultes, sont énormes et justifient que l'on recherche de nouvelles cellules par des techniques de l'autoradiographie thymidine tricier. C'est-à-dire que lui va faire vraiment bien les choses. Hein. Et vous voyez ici tout de suite le danger qu'il souligne, à juste titre, c'est qu'on pourrait croire que ce neurone est marqué, mais en fait ce qui est marqué ici, ce n'est pas de la thymidine tricier qui est incorporée dans l'ADN au moment de la prolifération, c'est une cellule qui est une cellule satellite qui est au contact du neurone. C'est-à-dire que si je regarde le neurone par-dessus, maintenant si j'avais une coupe comme ça, je verrais ce noir au niveau du noyau de mon neurone et je pourrais penser que ce noyau est marqué, alors en fait il ne l'est pas. Donc allier des coupes très fines avec des marquages à l'ethymidine lui paraît aujourd'hui la meilleure façon de vérifier qu'il y a ou qu'il n'y a pas de la neurogénèse. Donc Rakish travaille sur des singes rhésus de 6 mois à 1 an. Il les injecte avec un tracheur radioactif. Il les tue entre 3 jours et 6 ans après les injections. Donc il se donne le temps. Je n'aurais pas voulu faire une thèse chez lui parce que pour avoir ces derniers animaux à 6 ans, ce n'est pas compatible avec les directives du ministère. Mais c'est un long délai qui était quand même utile. Parce qu'il est choisi pour permettre d'identifier des neurones qui se seraient différenciés à partir de cellules souches d'aspect non neuronal. Donc en fait, il donne le temps à la différenciation. Il regarde toutes les structures. Le cortex moteur, le cortex visuel, le cortex associatif, l'hippocampe, le bulbe olfactif, le thalamus, la rétine, les ganglions de la base, le cervelet, le tronc cérébral, la moelle épinière. Et il conclut, il n'y a pas une seule cellule marquée fortement qui ait les caractéristiques morphologiques d'un neurone dans le cerveau de quelques macaques adultes que j'ai pu observer. En revanche, comme contrôle positif, il observe de nombreux noyaux très marqués dans les cellules du parenchyme et dans les autres organes.
Il n'a pas pris que le cerveau, il a voulu avoir un contrôle positif. Et il retrouve aussi du marquage dans les astrocytes, dans les oligodendrocytes, qui sont des cellules gliales, chez le jeune, et rarement après la puberté, dit-il. Il a un doute dans le striatum, parce que chez le jeune singe, à 6 mois, il y a petites cellules marquées qui pourraient être des neurones des grains dans le striatum, mais il pense que ce n'est pas vrai, parce que dans le gyrus dentelé, et là où on s'attend à avoir de la neurogénèse adulte, eh bien, il ne voit pas du tout de marquage. Alors, ou alors il dit que les cellules qu'il voit dans le gyrus ne sont pas des neurones. Parfois, un neurone a quelques grains qui sont attribués à un artefact ou à la réparation de l'ADN. On en a parlé la semaine dernière. Donc, effectivement, à l'inverse des autres espèces qui pourraient avoir des degrés variables de développement de neurogénèse adulte, le primate a tous ses neurones à la naissance, quasiment, ou très brièvement après la naissance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il pense. Et il pense que la raison en est relativement logique, c'est-à-dire qu'il y a une telle complexité des connexions chez les primates qu'un nouveau neurone n'arriverait jamais à se mettre dans un circuit physiologique et surtout à aller faire les projections à longue distance qui sont nécessaires quand on veut régénérer. Et il souligne que c'est la raison pour laquelle, évidemment, là où on voit le plus de neurogénèse, c'est chez les animaux qui ont des capacités de régénération de l'axone énormes, en particulier les poissons, les amphibiens. Et donc il met la liste ici, c'est quelque part par là. Donc il pense aussi, ça c'est un truc intéressant, parce que c'est voir à quel point enfin, l'idée qu'on a de comment fonctionne le cerveau peut influencer sur la façon dont on voit les résultats. Il dit quelqu'un pourrait spéculer que la période d'interaction extrêmement longue avec l'environnement qui se produit chez les primates au cours de leur développement requiert qu'il y ait des neurones extrêmement stables qui puissent retenir l'expérience acquise et le patron de connexion synaptique qui reflète en fait cette expérience qui est acquise au cours de l'apprentissage. Donc c'est vraiment une question physiologique qui est derrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois être un individu stable et avoir des neurones qui poussent chez l'adulte. Pour lui, ça lui paraît totalement incompatible. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment des individus stables. Rakish se prend probablement pour Rakish. Mais alors la controverse, c'est un grand savant, hein, c'est un type absolument extraordinaire, Pascoe. Mais la controverse a été très bien discutée par quelqu'un qui est tout à fait hostile, qui est complètement de l'autre côté. Elle, c'est Elizabeth Gould. Et elle a écrit en 2007 une revue dans Nature Neuroscience, dont j'ai tiré cette illustration. Quand vous aurez le manuscrit, vous avez aussi toutes les références, évidemment, dont vous pourriez avoir besoin si vous voulez revenir sur les articles à la suite du cours. Donc, Elisabeth, dans son article, à quel point la neurogénèse adulte est-elle étendue, quelle est l'étendue de la neurogénèse adulte chez les primates, chez les mammifères, rappelle les expériences de Altman, celles dont je vous ai parlé il y a une semaine, puis de Kaplan, je vous ai aussi parlé il y a une semaine. Et elle suggère que le papier de Rakish, que nous venons d'analyser, a joué un rôle important dans la phase de dormance du sujet et dans le fait que la neurogénèse dans l'hippocampe des muridés fut redécouverte seulement au début des années 90. Et donc, Elizabeth Gould s'intéresse, elle, à la neurogénèse adulte chez les primates. Elle prétend qu'il y a la neurogénèse adulte chez les primates, vous verrez qu'il y en a effectivement, et dont le macaque, sur lequel travaille aussi notre ami Pascoe Rakish. Donc, cette démonstration d'une neurogénèse adulte chez les macaques a été rapidement étendue chez l'homme, en particulier au niveau de l'hippocampe et du dentatorus, ce qui donnait évidemment un grand boost au domaine. Ça a été fait en 1998. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça a été fait. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près certain que la neurogénèse adulte, y compris chez les primates, dont nous, sapiens, est généralement acceptée pour les deux régions que sont le gyrus dentelé, l'hippocampe, et la zone supraventriculaire. Et la polémique se poursuit pour tout ce qui est du cortex. Donc, c'est une séquence qui est assez amusante parce que c'est un peu la séquence qui est semblable à celle qui avait marqué la reconnaissance de la théorie de l'évolution d'une certaine façon. Au départ, c'était impossible. Après, c'était bien pour tous les animaux sauf l'homme. Ça, c'était la position de Lyell, la position de Wallace, aussi le co-inventeur de la théorie de l'évolution. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence. C'était aussi vrai pour Sapiens
Nous sommes des bêtes. Voilà. Il y a une différence sur le fond. Les tenants de l'absence de neurogénèse adulte chez les primates ne revendiquent pas une position théologique, absolument pas. Ce qui est en cause, c'est une vision du cerveau et plus largement du vivant comme une machine. Hein. Donc, j'ai souvent insisté dans ce cours, le renouvellement cellulaire, y compris dans le cerveau, n'est pas du côté de Bichat, il n'est pas du côté de la thermodynamique, il est du côté de Claude Bernard. Le plus important sans doute est la résistance à l'idée que notre cerveau se modifie et que nous-mêmes, individus, nous évoluons. Le « je ne suis pas ce que je suis » est insupportable à tous ceux qui se prennent pour eux-mêmes. Ils sont nombreux et parfois manquent de sens de l'humour, comme vous avez pu remarquer peut-être. Enfin, moi, j'ai remarqué. Donc, on ne pense à personne précisément. Voilà. Donc, je reviens donc à nos affaires pour rappeler que le débat s'est aujourd'hui déplacé vers les régions neurogéniques. Celles qu'ils sont, celles qui ne le sont pas, ça c'est très important. Et si on accepte facilement que les deux régions qu'on a discutées, la zone subventriculaire et le gyrus dentelé de l'hippocampe, sont des niches, la démonstration finale de la présence d'autres niches, en particulier dans le cortex, se fait toujours attendre. Les preuves de cette neurogénèse dans les conditions normales sont très discutées. Même si on accepte plus facilement l'idée d'une neurogénèse réactive, c'est-à-dire induite par des lésions du cortex. Aujourd'hui, je vous parlerai des lésions du cortex ou de la moelle épinière, et comment elles peuvent induire la création ou l'apparition de nouveaux neurones. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que les cellules en apoptose, et ça on en a parlé déjà l'année dernière quand on parlait des hydres et des planaires, enfin des trucs qui vous intéressaient moins, bien que ce soit très intéressant, que la cellule en apoptose envoie un signal vers quelque part qui fait qu'on sait qu'elle est en apoptose, on sait qu'il va se faire un trou là, et que ce trou évidemment doit être rempli, c'est-à-dire que les cellules souches doivent arriver, si elles arrivent, ou doivent se multiplier si elles sont déjà sur place. Cette question de l'origine des cellules souches qui vont faire les nouveaux neurones, en particulier au moment de la régénérescence, évidemment important. Est-ce que c'est sur place ou est-ce qu'elles viennent de zones neurogéniques déjà connues? Parce que si vous voyez de la neurogénèse des nouveaux neurones dans le cortex, ça ne veut pas dire que ce sont des neurones, des cellules souches dans le cortex, ça peut vouloir dire que les cellules souches du denté, du gyrus, ou des cellules souches du SVZ ont été attirées vers cette région parce qu'elles ont senti le signal « je vais mourir », dit la cellule. Voilà. Donc, moi j'ai bien aimé l'article d'Elisabeth Gould parce qu'elle passe en revue le pour et le contre, elle est pour, évidemment, mais c'est assez exceptionnel, en fait, dans la littérature scientifique, de voir une polémique qui s'étale comme ça au grand jour dans un article d'une revue relativement visible, comme Nature Review Neuroscience, qui est quand même une revue visible. Donc, cet article est publié comme une opinion, quand même, ce qui est la différence avec une revue, donc ça veut dire que l'éditeur a pris ses précautions, mais quand même, il est publié. Et vous voyez ici la vue d'Elisabeth Gould du progrès. Avant 90, il n'y avait pas de neurogénèse dans le cerveau adulte. Dans les dernières années des années 90, on est d'accord maintenant qu'il y a la neurogénèse dans l'hippocampe et dans la zone subventriculaire avec ces neurones qui vont aller repeupler les bulbes olfactifs. Et elle a mis en rose pour après. C'est-à-dire qu'elle prévoit qu'on va en trouver aussi dans le cortex. Mais ce qui est en rose, c'est évidemment, et aussi dans d'autres régions. Donc en rose, c'est vraiment pas acquis fermement. Mais elle y compte vraiment. Alors, personnellement, je n'ai pas d'opinion. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du cortex, donc je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, voir ce qui va se passer. Ce qui est étonnant dans cet article, c'est qu'elle reprend des données publiées pour suggérer qu'elles sont biaisées. Alors ça, je crois que je n'ai jamais vu ça dans ma vie scientifique, déjà longue. Donc, en particulier, par exemple, ici, ça c'est un article, je crois, de Rakish, où Rakish utilise sa diapositive comme contrôle positif. Parce qu'avant de montrer que ça ne régénère pas quelque part, il faut montrer un endroit où ça régénère. Donc, dans cet article-là, c'est des cellules des grains, c'est chez le macaque. Là, on est dans l'hippocampe, donc dans le gyrus, et il dit voilà une cellule qui prolifère. Alors, ce que dit Elisabeth Gould, c'est ouais, enfin, regardez la forme du noyau ici,
ce n'est pas du tout la forme du noyau des cellules d'à côté, donc ce n'est pas un bon contrôle positif. Puis là, elle n'est pas contente parce que ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez mal parce que la diapositive est mauvaise, mais en fait, ce qu'elle montre, c'est que le nœud N, qui est un marqueur neuronal, mais qui n'est pas uniquement nucléaire, elle dit oui, mais là, ça ne va pas parce qu'en fait, vous voyez le BRDU dans le noyau, et si vous avez le rouge qui correspond exactement au noyau, donc vous n'avez pas de rouge dans le cytoplasme, etc. Donc, elle prend aussi un article d'un japonais, et le japonais n'accepte pas ça comme neurogénèse parce que la forme de la cellule n'est pas bonne. Donc, elle dit pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas ça alors qu'il accepte ça, qui est un contrôle positif. Donc, elle reprend les diapos, les images des autres, elle les remet dans l'article et elle dit ces gens ont l'esprit biaisé, ils sont contre la neurogénèse, ils sont contre la générèse chez les primates et dans le cortex de façon générale. Donc, moi j'étais un petit peu surpris. J'avais lu l'article il y a très longtemps, quand il est sorti, mais je ne l'avais pas lu depuis. Et j'étais donc j'ai retourné, ça c'est un papier d'un groupe japonais, j'ai retourné au papier initial, voir un tout petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Donc j'étais regardé le papier de Koketsu et collègues, et pour lire les arguments des Japonais quand même. Donc ils disent effectivement que ce marquage ici est un marquage qui n'est pas normal, parce qu'il se limite au noyau, contrairement au marquage de nœud N qu'on voit dans des vrais neurones qui, eux, ne sont pas marqués à BRDU, donc ils ne se prolifèrent pas. Ils disent ça, c'est un marquage qui est quand même bizarre. Et là, ils montrent un marquage de jeunes neurones, et ils disent qu'il n'y a pas de comarquage entre le jeune neurone et le BRDU. Donc, sauf dans quelques cas. Et c'est ça que je crois qui est intéressant, c'est que l'argument quantitatif est important. L'argument est qu'ils ont observé 2 cellules marquées au BRDU, c'est-à-dire résultant d'une prolifération chez l'adulte, et de la double cortine, qui est un marqueur de neurones jeunes, 2 cellules pour 30 000 neurones. 2 sur 30 000. Donc ils disent, bon, 2 sur 30 000, c'est rien, on peut les oublier. Donc je crois que c'est l'argument essentiel pour moi. C'est-à-dire que l'argument quantitatif rend intéressant la neurogénèse corticale induite par une lésion, vous allez voir pourquoi, dans la mesure où on peut imaginer que la lésion est l'amplification d'un phénomène qui se poursuit normalement, mais à un niveau très faible chez l'adulte, de neurogénèse corticale. Donc peut-être parce que dans le cerveau adulte, la mort est très réduite dans le cortex. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et parce que la mort est très réduite, si c'est les cellules mortes qui sont remplacées à une par une cellule par la neurogénèse, eh bien évidemment la neurogénèse sera également très très réduite. Donc quand Rakish et ceux qui le suivent disent qu'il n'y a pas de neurogénèse dans le cortex, je pense qu'ils défendent une vision tout à fait fixiste du cortex dans laquelle la mort des neurones est un accident, mais en aucun cas peut être une chose normale. Paradoxalement, je pense que Gould est prisonnière exactement du même préjugé. Elle voudrait que le renouvellement soit une chose physiologiquement normale sans que la mort cellulaire soit elle-même quelque chose de normal. Mais si vous vous amusez à coupler physiologiquement ce qu'on sait exister dans les autres bestioles, la mort et la prolifération, c'est de nombreux cas dans de nombreux systèmes, alors si on accepte d'abandonner l'exception cérébrale, arrêtez de penser que le cerveau est un organe particulièrement noble ou différent des autres, alors je pense que la différence entre les 2 positions, celle de Rakish et celle de Gould, ne sont pas si grandes que ça. Je pense que les 2 ont raison. Oui, il y a de la mort corticale, et elle est faible, et elle peut s'accompagner d'un remplacement. Donc les bonnes questions qu'on devrait poser, à mon sens, que je vais poser dans les minutes qui viennent et dans 15 jours, sont 1. Quelle est l'importance réelle de la dégénérescence dans un cerveau adulte ? 2. Quels sont les mécanismes qui couplent la dégénérescence et la neurogénèse ? 3. Quelle est l'origine des cellules qui viennent remplacer les cellules mortes ? D'où viennent-elles, ces cellules ? Et ensuite, les nouvelles cellules sont-elles semblables à celles qui étaient mortes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refaire n'importe quel type neuronal dans un cortex à partir du moment où il y a des cellules qui y meurent, dans un cortex ou ailleurs ? Et pour traiter cette question, je pense qu'il est utile de repartir de la neurogénèse réactive, c'est-à-dire celle qui suit une mort qu'on a induite volontairement dans un cerveau. Alors, avant d'en arriver là, je vais quand même vous donner un petit compte-rendu d'un article, un article absolument fondamental
Peut-être qu'on peut baisser un petit peu la lumière, Lionel, je ne sais pas, vous êtes là? Vous voyez bien ou pas? J'ai l'impression que c'est un petit peu pâle. Oui, voilà. Moi, je vois rien, mais ça, je pense que c'est pas la lumière. Donc, ça, bon, c'est d'une autre affaire. Donc, ça, c'est l'article de Fred Gage. Tout le monde l'appelle Rusty, je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas rouillé du tout, mais c'est un type très sympa. Donc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il était en mèche avec des centres de cancérologie et on injectait du BRDU, c'est-à-dire des marqueurs de division cellulaire, à des patients qui étaient atteints de cancer. Et puis, bon, ils mouraient. Et Gage était là pour prendre le cerveau tout de suite, le couper et regarder si dans le cerveau il y avait des cellules marquées. Et effectivement, donc ça c'est le dentidirus, c'est pas ça, c'est Noën, hein, c'est pas la radioactivité, c'est pas le BRDU, c'est comme la radioactivité, c'est comme la thymidine, c'est le truc qui s'incorpore dans l'ADN, dans les cellules. Mais on voit très bien que dans la couche ganglionnaire, il y a des cellules qui sont des cellules marquées par le BRDU. Dans le SVZ, on voit très bien qu'il y a aussi des cellules qui sont marquées par le BRDU dans la zone subventriculaire et qui peuvent même migrer dans le parenchyme. Donc ça, c'est une assez jolie démonstration chez Sapiens qu'il y a effectivement de la neurogénèse chez l'adulte, dans l'hippocampe et dans la zone du gyrus denté. On ne parle pas du cortex ici. Et vous voyez, quand alors ils ont un âge entre 57 et 72 ans, au moment de leur mort. Hein. Et puis là, ce qu'on voit, c'est les jours après l'injection de BRDU. Parce que non, c'est un matériel un peu difficile à obtenir, comme vous imaginez. Donc, il n'y a pas beaucoup d'échantillons. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que les cellules diminuent en nombre, en gros, après en fonction du nombre de jours qui suivent l'injection. C'est-à-dire que ces cellules ne sont pas permanentes. Hein. Et on en voit il y en a quand même qui tiennent 2 ans. Hein, 2 ans. Donc, 2 ans après l'injection de BRDU, les cellules sont toujours là, ici dans la zone subgranulaire, ici dans la couche des grains, et ici dans le hilus, c'est-à-dire une région de l'hippocampe qui correspond à l'R4. C'est ici le hilus, voilà, au CA4. Donc, ça, c'est une démonstration claire venant de la pathologie de la neurogénèse chez l'homme, en l'occurrence, dans un cerveau adulte. Et on peut reprendre là une image de cet article que vous retrouvez ici, parce que c'est celle que critiquait Madame Gould, bien qu'il s'agisse de cerveau humain, elle n'était pas contente parce que, vous voyez ici, Noën, on a la BRDU, et puis on a le marquage nucléaire là, qui est blanc, ça veut dire qu'en fait, les cellules sont en souffrance. Alors qu'ici, chez un rat, on a un très joli double marquage, noyau BRDU et Noën. Évidemment, l'agonie chez le rat de laboratoire est beaucoup plus rapide et moins douloureuse que chez Sapiens. Donc, il y a une souffrance chez Sapiens au moment où il meurt que le rat de laboratoire, qui est un heureux animal, n'éprouve pas. Enfin, en tout cas, quand c'est nous qui opérons. Je confirme. Hein. Donc, il reste que tous ces arguments, vous voyez qu'il y a quand même de la passion dans le système. Hein, c'est-à-dire que tous ces chercheurs, ils voient souvent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est intéressant de constater que, bon, malgré tout, là, il y a une part humaine dans cette affaire qui rend le métier quand même plutôt agréable, je veux dire. Donc, évidemment, pour toutes ces raisons, en particulier celle de l'agonie que nous venons de discuter, surtout chez Sapiens, il serait préférable de pouvoir suivre la neurogénèse chez les humains vivants. Hein. Alors, on peut le faire, probablement. Il y a un article qui vient de... Alors là, c'est encore... excusez-moi, je reviens à l'article de Erickson dans le laboratoire de Fred. Vous voyez ici, quand même, on voit bien chez Sapiens, ici, ça c'est chez un rat, le double marquage qui est assez joli, je trouve, entre Noën et le marqueur de prolifération au niveau de la couche des grains. Ça, c'est chez un rat et ça, c'est chez un homme. Ce n'est pas très différent, en fait. Donc, je pense qu'on peut être totalement convaincu de cette neurogénèse, en tout cas dans les 2 sites classiques de neurogénèse. Alors, oui, ce serait vraiment bien de pouvoir le faire in vivo, c'est-à-dire sans attendre que le sapiens ne meure. Et on peut le faire probablement par des techniques de spectroscopie par résonance magnétique du proton. Ça repose sur l'existence de biomarqueurs qu'on peut voir par ces technologies
et des biomarqueurs qui sont spécifiques de différents types cellulaires. Par exemple, vous voyez ici le N-acétylaspartate, qui a sa signature ici en spectroscopie, et quelque chose qui est très très enrichi dans les neurones. Là, c'est les neurones. On en voit un peu dans les cellules souches, un peu dans les oligodendrocytes, un peu dans les astrocytes. Et ce qu'ils ont vu, et après ils l'ont identifié comme un acide gras monoinsaturé ou insaturé, ils ne savent pas très bien. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a une signature de la cellule souche neurale, NPC, une signature qu'on ne retrouve ni dans les neurones, ni dans les astrocytes, et un tout petit peu quand même dans les oligodendrocytes. Et donc là, c'est un marqueur plus glial, en fait, je crois que c'est de la choline, donc il y a différents types de marqueurs qu'on peut voir. Et ce marqueur à 1,28, qu'on peut voir par ici, là, on le retrouve, c'est presque une signature de toutes les cellules souches. On le retrouve dans les cellules souches des oligodendrocytes, dans les cellules ES, donc je ne sais plus ce que c'est que SPC, mais c'est aussi une cellule souche. Donc, ah oui, c'est les hair follicles, c'est les cellules souches des cheveux. Donc on trouve ce marqueur dans tous les types de type souche. Voilà, donc, et ça, on peut le voir in vivo sans tuer l'animal. Donc on peut le voir aussi in vitro. Si vous prenez des cellules, vous les mettez in vitro, des cellules souches neurales, on peut faire des cultures de cellules souches neurales. Vous les mettez en culture, vous les faites différencier. Et vous voyez que là, c'est le marqueur souche, et au cours de la différenciation en neurones et en astrocytes et oligodendrocytes, on perd le marqueur, alors qu'on gagne le marqueur neuronal. Ici, par exemple, c'est le N-acétylaspartate qui augmente. Et puis, là, c'est le marqueur glial qui augmente quand on fait différenciation. Vous voyez qu'à P30, si on fait des neurosphères à partir de P30, on a un marquage plus faible que chez l'embryon. Ça, c'est normal. Il y a moins de cellules souches chez l'adulte, enfin chez l'animal postnatal que chez l'embryon. Donc, je passe sur les détails. Là, c'est un truc intéressant, c'est des électrochocs. Quand on fait des électrochocs à un rat ou à un homme, ça entraîne de la neurogénèse dans l'hippocampe. C'est intéressant, vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc vous voyez ici que quand je fais des électrochocs, j'ai plus de cellules souches, de cellules qui prolifèrent dans l'hippocampe de mon rat, dans son antegyrus. Et si maintenant je prépare les cellules à partir de l'hippocampe, je vois qu'après l'électrochoc, mon signal est élevé. Donc je peux, de cette façon, suivre par spectroscopie le nombre de cellules souches au cours du temps, c'est-à-dire en longitudinal, dans le cerveau d'un animal, à condition évidemment que je puisse le faire in vivo. Là, c'est encore in vitro. Alors, on peut le faire in vivo, sinon je ne vous raconterai pas ça. Donc là, ici, un cerveau de rat, où on peut regarder par spectroscopie la signature, ici, vous voyez ici la signature de la présence des cellules souches. Donc on le voit dans l'hippocampe. On ne voit pas dans le cortex. Vous voyez ici, on ne voit pas du tout dans le cortex de cellules souches, mais on en voit bien suffisamment dans l'hippocampe. Maintenant, si je prends des cellules souches en culture et que je les greffe dans un cortex, vous voyez, je les vois. Voilà, ici, c'est comme ça, je vois bien. Si je mets un peu dans un cortex, au lieu de mettre des cellules, je fais semblant de mettre, c'est-à-dire que je mets du liquide à la place, je provoque une petite réaction du tissu, et ce n'est pas impossible que là, dans le saline treated morceau de cortex, j'ai une petite réponse. Et là, de nouveau, c'est in vivo après électrochoc. Alors là, maintenant, c'est vraiment le signal in vivo. Vous voyez que je peux suivre in vivo, après l'électrochoc, la montée de ma neurogénèse dans le rat intact. Là, je n'ai pas tué mon rat, enfin, pas tout de suite. Après. Voilà. Je peux le faire chez l'homme aussi. Donc, chez Sapiens, vous pouvez voir ici que voilà donc un cerveau de Sapiens, et je peux suivre la présence de ce pic, qui est un pic indicateur de la présence de cellules souches neurales dans l'hippocampe. Je n'en vois pas dans le cortex, absolument pas dans le cortex, et j'en ai autant à droite qu'à gauche dans l'hippocampe, ce n'est pas du tout un truc qui est latéralisé. Si je fais 2 mesures à 90 jours de distance, je vais trouver le même nombre de cellules souches, mais vous voyez, et ça c'est quand même la revanche du soixantenaire, à 20 ans, il y en a beaucoup moins qu'à 10 ans. Donc, ça s'écroule assez vite. Voilà. Bon. Donc, ça, mais c'est intéressant. Donc, évidemment, il n'y a pas une probabilité 1 que ce signal soit un signal cellule souche, parce qu'il faut encore le démontrer totalement. Mais je pense que tous les arguments qui précèdent, avec les cellules en culture, avec les localisations de la signature, sont assez bons pour penser qu'effectivement,
on peut suivre in vivo, chez Sapiens, et chez le rat aussi, la prolifération des cellules souches neurales dans les régions qui sont les régions évidemment les plus neurogéniques. En particulier ici, vous avez la preuve pour l'hippocampe. Donc, voilà, donc maintenant, il faudrait démontrer formellement que ce marqueur est un marqueur qui est le marqueur de type cellule souche. Donc, maintenant, je vais revenir à l'histoire de la neurogénèse corticale telle qu'elle est induite par des lésions. Hein. Et je vais faire ça en suivant 3 articles. En particulier, ce premier article est un article de l'an 2000, qui n'est pas un article jeune. Hein. Bon, c'est pas si vieux, mais un article de l'an 2004 et un article de 2009, donc un tous les 4 ans environ. Donc ce premier papier, ici, est entièrement consacré à l'hypothèse selon laquelle c'est l'apoptose induite, de façon synchrone, qui envoie un signal de neurogénèse. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais amplifier l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée dans le cortex, et ça, je vais voir si en forçant le système comme ça, j'arrive à avoir la neurogénèse, puisque l'hypothèse, c'est qu'il y a la neurogénèse à bas bruit, parce qu'il y a de la mort à bas bruit. Mais si j'augmente la mort, si j'augmente le signal qui est libéré par les cellules en apoptose au moment où je fais une apoptose synchrone et massive, normalement, je devrais être capable de voir de la neurogénèse sur le site de ma lésion. Donc, pour faire ça, c'est un premier article où ils sont assez malins. Vous voyez, ils sont mis près de la région où on fait des cellules souches, de la zone subventriculaire. Et ils ont pris des neurones qui sont des neurones qui projettent sur une structure sous-corticale qu'on appelle le thalamus, dont je vous ai parlé plusieurs fois, je pense. Mais au fond, ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce n'est pas grave, ce n'est pas le problème. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des billes avec un produit qui, quand on l'excite au laser, tue la cellule. Ils mettent les billes dans le thalamus. Et c'est exactement comme pour le coup des oiseaux la semaine dernière avec l'air X ou avec le noyau RA. Les billes remontent les axones, vont dans le corps cellulaire, et à ce moment-là, si je donne un petit coup de laser sur mon cortex, seules les cellules qui auront qui innervent le thalamus et qui donc auront été chargées de façon rétrograde par cet inducteur de mort vont mourir. Hein. Et donc on peut comme ça aller s'amuser, si j'ose dire, à aller tuer des cellules dans la couche 6 du cortex. La couche 6, c'est la couche qui est la plus près de la zone subventriculaire. D'accord ? Et quand on fait ça, effectivement, voilà ici des neurones qui sont marqués, il y en a une petite dizaine. Dans cette région, on peut agrandir. Voilà ici ce neurone ici, vous voyez, qui est marqué dans la couche 6 du cortex. Là, c'est le corps calleux, hein, c'est-à-dire que le corps calleux, il est là. Là, c'est la couche 6. Voilà. On a retourné un peu le truc dans l'autre sens là. Et puis, vous pouvez encore agrandir ces petits carrés et voir qu'effectivement, vous avez un marquage au BRDU qui indique que la cellule a proliféré, et en même temps, vous avez un marquage NEN qui est le marqueur neuronal, et le double marquage est correct. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une coupe en Y et une coupe en X, pour éviter que ce marquage ne soit lié à une petite cellule gliale qui sera en dessous, qui aurait proliféré. Quand on fait ça, on peut s'affranchir de ce danger. C'est-à-dire qu'on fait des coupes dans tous les sens, on vérifie qu'il n'y a pas, un parasite qui était collé au neurone et que la radioactivité ou le BRD ne vient pas de ce parasite, qui vient vraiment du neurone. Donc ça, c'est... quand on fait, maintenant, on est toujours obligé de faire ça quand on monte la prolifération dans le système nerveux. Mais je pense que c'est un bon signal qu'effectivement, il y a eu ici de la neurogénèse. Et ces cellules qui sont marquées sont des cellules qui n'expriment pas le marqueur GFAP, donc ce ne sont pas des astrocytes, ce sont effectivement des neurones. Et là, c'est le contrôle négatif. On montre qu'on peut avoir des cellules dans lesquelles on voit NEN et on ne voit pas le BRDU, on voit le BRDU, on ne voit pas NEN. C'est montre qu'il n'y a pas un passage entre les deux canaux, que ce n'est pas un artefact. Donc oui, cet article, je pense, démontre assez clairement, même assez joliment, je crois, qu'on peut induire une neurogénèse assez forte dans la couche 6 du cortex quand on fait un marquage rétrograde. Je pense que ça, c'est le même article qui essaye de voir d'où peuvent venir ces cellules. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils marquent maintenant à la double cortine, et ça, la double cortine, c'est un marqueur de neurones jeunes en cours de migration. Et ils voient ces cellules dans le corps calleux,
Et leur hypothèse, évidemment, c'est que, alors vous voyez ici quand même, on voit très bien le double marquage BRDU double cortine. Là, on le voit aussi pas mal. L'idée, si vous voulez, c'est que ces cellules sont des cellules en migration dans le corps calleux. Donc, quand on voit la forme de la cellule, on dit qu'elles sont en migration. Bon, est-ce qu'elles sont vraiment en migration? J'en sais rien. Mais leur hypothèse, c'est que ce ne sont pas des cellules qui sont formées sur place, ce sont des cellules qui viennent de la zone subventriculaire, qui ont proliféré dans la zone subventriculaire quand on a fait la lésion, et qui, au lieu d'aller vers le bulbe olfactif, ont tourné à droite pour monter vers le site de la lésion. Ça veut dire qu'elles ont été attirées par quelque chose qui est lié à l'apoptose synchrone induite par mon laser dans cette région de la couche 6 du cortex de mon rat. Si je crois que c'est un rat. Oui. Ce serait une souris, ce serait pareil. Hein. Donc, ça, c'est un point de vue. Il n'y a pas de démonstration qu'effectivement, ils viennent du cortex. Alors, ensuite, il y a de démontrer que ces neurones peuvent projeter, parce que c'est bien gentil de faire des neurones de tuer les neurones qui viennent du thalamus. La question, c'est est-ce que ces neurones qui viennent du thalamus, ils peuvent retourner au thalamus? C'est-à-dire, est-ce que je peux refaire un axone qui va aller réénerver le thalamus? Et effectivement, ça, c'est important parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de neurones au bout du compte, mais il y en a suffisamment pour qu'en réinjectant ce qu'on appelle du fluorogold, c'est-à-dire un marqueur rétrograde, dans le thalamus, voir si mes cellules qui étaient marquées au BRDU sont aussi marquées au fluorogold. C'est-à-dire, est-ce que des cellules nouvellement formées, présentes dans la couche 6 de mon cortex, projettent sur le thalamus? C'est-à-dire qu'elles ont repoussé un axone. Est-ce qu'elles ont refait un circuit? Est-ce qu'on a vraiment rétabli la connexion entre le cortex et le thalamus? Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut faire repousser. Alors, non seulement on a un neurone. Alors, ça, c'est important, parce que ce ne sont pas des neurones GABAergiques. Si ces cellules viennent de la zone subventriculaire, qui normalement ne fait que des interneurones GABAergiques pour le bulbe olfactif, ça veut dire que quand ils sont arrivés dans le cortex, s'ils viennent de là, ils ont été capables de sentir non seulement un signal qui dit « viens au cortex », mais arrivé au cortex, un signal qui leur dit « maintenant, tu ne vas pas te différencier en interneurones, tu vas me faire un neurone pyramidal butamatergique qui va aller projeter sur… c'est pas moi. Qui va aller projeter sur le cortex. » Mais ce n'est pas gênant du tout. Hein. Voilà. Donc, l'autre papier, c'est le papier 2004. Donc là, on passe de 4 années. Et je l'ai pris parce que là, on s'éloigne de la zone subventriculaire. Donc, ce qu'ils ont fait, cela, c'est qu'ils ont pris des neurones cortico-spinaux, des neurones moteurs. Vous savez, le principe du mouvement volontaire, hein, c'est le cortex qui décide. Hein, je vais bouger mon bras droit. Donc, ça, c'est une projection qui part du cortex moteur, hein, et qui va aller directement commander au niveau spinal les commandes motrices. Donc, ce n'est pas bon de les perdre, ces neurones. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté directement au niveau spinal, toujours la même chose. Le dye, le colorant, est remonté. Vous voyez que maintenant, on va dans la couche 5 du cortex. C'est là que sont les corps cellulaires des neurones pyramidaux de cette voie cortico-spinale. Et puis, là, je peux balancer encore un petit coup de laser et bousiller les neurones de la couche 5, localement. Donc, voilà mes neurones. Et puis, ceux-là, vous voyez, ce sont des figures d'apoptose. Ce sont des neurones qui avaient pris du colorant, qui donc étaient sensibles aux rayons laser et qui sont morts. Donc je peux tuer mes cellules, vous voyez, je balance avec mon microscope, j'illumine mon colorant, j'entraîne l'apoptose et puis je perds beaucoup de neurones. Voilà. La question, c'est est-ce que ça repousse? C'est toujours la même question. C'est un rat quand même assez âgé, hein, il doit avoir 6 mois celui-là, un truc comme ça. Donc c'est pas très très vieux pour un rat, mais c'est comme un homme d'une quarantaine d'années, je dirais, trentaine, allez. Bon, je ne sais pas. Donc la réponse évidemment est oui, hein, de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, je fais toujours la même histoire. Maintenant, vous êtes des spécialistes, hein, je fais un double marquage BRDU double cortine, et je vois que, et en Y et en X, exactement comme tout à l'heure, je vois que j'ai des neurones qui sont doublement marqués dans la couche 5 du cortex
La voilà, ici, hein, ma couche. Alors, j'en vois dans le corps calleux, ici. Ceux-là, ils sont dans le corps calleux. Ils sont en migration, d'après les auteurs. Hein. Donc, en fait, ils pensent que ça vient de la zone subventriculaire, que ça migre dans le corps calleux, et puis que ça va passer, ça va sortir du corps calleux et aller, hein, vous voyez ici le double marquage, ça va aller dans la couche 5 de mon cortex. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, bien entendu, le marquage BRDU, je le perds avec le temps, là c'est en semaines, il y en a beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules qui meurent, mais 56 semaines après la lésion, hein, si je envoie du fluorogold dans la moelle épinière, je retrouve dans ma couche 5 des cellules qui projettent sur la moelle épinière. C'est-à-dire que je suis capable, en écrasant une lésion forte et synchrone dans le cortex moteur, de faire arriver ou de faire proliférer sur place, on va y venir, des cellules souches neurales qui vont me donner des neurones pyramidaux capables de projeter directement depuis le cortex jusqu'à la moelle épinière, y compris chez un rat adulte. Hein. Donc c'est quand même évidemment tout à fait intéressant. Je crois que pour moi, les articles sont relativement convaincants. Hein. Ça, je dois dire, j'en suis assez convaincu personnellement à la lecture. Mais bon, c'est pas moi qui ai fait les manips, donc il y a un doute. Donc voilà. Non, il n'y a pas de doute, c'est pas vrai. Alors, toujours la même question, hein, par rapport aux articles précédents. On est toujours devant l'alternative. Est-ce que mes cellules viennent de la zone subventriculaire? Et donc, maintenant, ils sont transformés en motoneurones parce qu'ils ont eu un signal. Non seulement j'arrive là, mais je sais quel type de neurones je dois faire. Hein. Ou est-ce qu'ils sont locaux? Ça, c'est une autre affaire. Donc, bon. Alors, si oui, comme le suggèrent les auteurs, alors les progéniteurs peuvent migrer sur une assez longue distance. Ils vont à la couche 5 et plus seulement à la couche 6, donc ils remontent un petit coup. Et ils font des motoneurones, ils ne font plus des neurones corticothalamiques, ce coup-ci, donc ils font le type cellulaire qu'il est nécessaire de faire, ce qui veut dire que la niche donne une information très précise quant au programme de différenciation. Si les cellules sont faites sur le tas, c'est-à-dire s'ils ne viennent pas de la zone subventriculaire, alors il nous appartient de nous interroger sur les facteurs qui sont responsables aussi. Non, je veux dire, s'ils viennent à la zone subventriculaire, s'ils ne sont pas faits sur place, alors il faut comprendre pourquoi ils arrivent là, et deuxièmement, comment ils reçoivent ces informations de lignage et de localisation. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, ça veut dire qu'ils sont capables de savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein, donc là, il y a une information qui est donnée à ces neurones. Donc, je ne sais pas quels sont ces facteurs, personne ne le sait, mais il y a forcément là-dedans, au bout de la chaîne, l'expression de facteurs de transcription qui indique la position des cellules dans l'espace tridimensionnel du cortex et qui les induisent à faire le type neuronal nécessaire. Et là, je vais sauter un troisième article, qui est l'article de Circo et collègues, un article, lui, de 2009, qui a été publié dans la revue Brain, et qui est un article qui est un petit peu différent, parce qu'il utilise un mode de lésion qui naît par laser, mais sans introduction d'un traceur fluorescent. Donc c'est une façon différente, c'est une sorte de cautérisation. La lésion est de nature thermique. Donc on chauffe un petit peu localement sur 1,5 micromètre de diamètre ou de rayon un morceau du cortex et on fait une lésion, on coagule, quoi. Vous voyez ici ce qui se passe, il tape là, il coagule et il faut dire que ce n'est pas d'une précision formidable. Hein. On va quasiment jusqu'au corps calleux. Donc ça c'est un petit problème avec cet article. Mais bon, toujours est-il que ça fait des lésions. Il y a une zone centrale qui est coagulée, et il y a une zone périphérique aux zones coagulées qu'on appelle la pénombre. Donc la pénombre, c'est une zone qui va dégénérer plus tard si on ne fait rien. Quand vous avez un accident ischémique, il y a une zone qui est... Ça arrive tout le temps. On pète des petits vaisseaux tout le temps. Donc vous avez une zone où vous allez perdre vos neurones, vous les perdez, et puis autour, il y a une zone de pénombre
où l'étendue du damage est plus ou moins grande. C'est pas drôle. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est dans le cortex visuel, là, ils ont tapé dans le cortex visuel, et dans la première partie de leur article, ils ont démontré ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que si je prends des cellules du cortex et que je les mets en culture, il ne se passe rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de progéniteurs, dans les conditions où je vois arriver des progéniteurs. Je ne vois pas de progéniteurs à partir de mon cortex visuel. J'ai un contrôle, là c'est la zone subventriculaire, je vois que vous voyez, j'ai ce qu'on appelle des neurosphères, c'est-à-dire en fait des cellules embryonnaires, des cellules souches embryonnaires. Le cortex, vraiment, que dalle, hein, ça c'est clair. Mais si je provoque une lésion et que maintenant je prends le cortex dans la zone ipsilatérale, c'est la zone où j'ai fait la lésion, vous voyez que maintenant j'ai des neurosphères qui apparaissent, c'est-à-dire que j'ai des cellules souches qui sont là, qui sont capables de proliférer en culture. Et puis avec les passages successifs, je ne vois pas d'ici ce que j'ai sur l'écran, mais je pense que ce sont des passages successifs de mes cellules que je prends. Mon cortex, je peux le prendre 1 jour après la lésion, je peux le prendre 3 jours après la lésion, 5 jours ou 7 jours. Vous voyez que quand je prends 1 jour après la lésion, je n'ai pas énormément de cellules, mais qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, j'ai des cellules qui sont capables de donner des neurosphères, c'est-à-dire qui sont capables de donner des cellules souches en culture, qui apparaissent dans le cortex que j'ai été lésé avec mon laser. Et ces cellules vont donner tous les types cellulaires, des neurones, des oligodendrocytes et des astrocytes, avec des marqueurs qui sont des marqueurs spécifiques de ces 3 types cellulaires. C'est-à-dire que la lésion, de nouveau, a induit la capacité de faire de la neurogénèse et de la gliogénèse dans cette région du cortex. Ces expériences ont été faites avec des rats jeunes, P21, donc ça c'est vraiment des ratons, c'est sexuellement immature à P21 le rat, mais aussi chez des rats adultes de 5 mois, avec des résultats tout à fait identiques. Donc voilà. Donc ce que je vous ai dit, la différence avec la manip précédente, c'est que la lésion se fait dans la couche 1, c'est-à-dire théoriquement à la surface du cortex. Il faut le croire. Hein. Moi, je pense que là, c'est un peu culotté de dire ça. Mais bon, il dit que c'est fait. C'est un ami, hein, c'est Andreas Feissner, c'est un copain. Donc il dit que c'est très en surface et que ça rend tout à fait illusoire l'idée que les cellules souches viennent de la zone subventriculaire, viennent du ventricule. Hein. Donc, il cherche une autre région possible, hein, d'où pourrait venir ce qui est là. Ça m'a amené à trouver un article qui m'avait échappé, je dois dire, un article de ce groupe-là, qui est sorti en 2007, et où on montre qu'il y a peut-être une 3e zone de neurogénèse dans le cerveau, en plus du dentegyrus, du gyrus dentelé, en plus de la zone subventriculaire. Il propose qu'il y ait une zone neurogénique qu'on appelle la zone marginale. Hein. Donc ici, vous avez une coupe de cortex. Ça, c'est la zone ventriculaire. La zone subventriculaire est là. Là, vous avez ce qu'on appelle la plaque corticale au cours de la croissance du système nerveux. Et ici, vous avez la zone tout en haut qu'on appelle la zone marginale. Hein. Et donc, ce qui voudrait dire qu'au cours du développement, il y a 3 origines pour les neurones du cortex. Les neurones pyramidaux qui migrent à partir de la zone subventriculaire, de façon qu'on dit radiaire. Les neurones qui viennent des éminences ganglionnaires, qui sont les interneurones GABAergiques, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et qui ont été découverts en 1998 et qui migrent eux aussi pour aller faire les interneurones dans le cortex. Et puis peut-être, depuis 2007, une nouvelle zone qu'on appelle la zone marginale, avec des cellules qui migreraient aussi de façon radiaire, mais à partir de l'extérieur et pas à partir de l'intérieur du cerveau. Donc ça, honnêtement, ça m'avait totalement échappé. Donc ça, c'est au cours de la neurogénèse. Est-ce qu'au chez l'adulte, quand on induit une lésion, on peut provoquer une prolifération de ces cellules qui irait réparer à ce niveau-là, ce qui est quand même plus près que de ce niveau-là, malgré évidemment, comme je disais, l'étendue de la lésion qui rend quand même le raisonnement un tout petit peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas du tout impossible. Donc, pour finir, j'aimerais revenir à un mode de lésion quand même qui est plus naturel. Donc, les lésions, si vous voulez, qui ont été produites ici, c'est un petit peu introduire la suite, parce que je vais arriver bientôt vers le système immunitaire.
et ça risque un petit peu compliqué, on va aller doucement. Donc les lésions qui induisent cette neurogénèse adulte corticale ont été provoquées par des systèmes pas naturels. Mais un mode de lésion naturel, c'est l'ischémie. Je vous en parlais il y a 2 minutes. L'ischémie peut être massive, peut-être que vous connaissez des cas. Elle peut être aussi à bas bruit, vous savez, un petit vaisseau qui pète, ici ou là, sans conséquences graves. Mais enfin, les petits vaisseaux font les grandes rivières et ce n'est pas forcément bon de laisser des choses comme ça s'accumuler. Donc, il y a 2 articles récents qui reprennent cette question et qui suggèrent des possibilités d'amplifier la régénération après un infarctus cérébral grâce à l'identification de facteurs qui facilitent la prolifération des cellules souches, leur migration et leur différenciation en type cellulaire approprié. Donc, je vais commencer par un papier sur lequel je reviendrai d'ailleurs probablement le 8, parce que je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, j'étais plus lent que d'habitude, je suis désolé. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je reprendrai le 8. Mais je vais quand même vous introduire ça et j'y reviendrai parce que c'est une affaire un petit peu compliquée. Donc ce papier, qui est un papier qui est sorti en 2006 dans l'Embo Journal, me permet d'introduire pour plus tard la possibilité d'un rôle de molécules du complément qui sont des facteurs importants de l'immunité innée dans la régénération. Alors, l'immunité innée, c'est une immunité qui est venue qui était présente avant l'invention des immunoglobulines telles qu'elles sont faites par les cellules T ou par les cellules B dans le système immunitaire. Classiquement, c'est impliqué dans l'inflammation et c'est quelque chose le complément, vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est des molécules qui se mettent ensemble et qui, de façon fondamentale, font un trou dans les cellules ennemies. Elles font un trou et elles les tuent. Voilà. Donc, il faut faire un assemblage de pas mal de protéines du complément pour faire ce trou. Et donc, c'est une cascade importante dans laquelle il y a 2 molécules qui jouent un rôle tout à fait essentiel qu'on appelle C3 et C5. Le composant 3 du complément, le composant 5 du complément. Alors, il fonctionne en reconnaissant des pathogènes qui expriment des sucres particuliers, qu'on peut reconnaître par des lectines, des grandes classes de micro-organismes, de bactéries. On ne veut pas avoir des bactéries dans l'organisme, donc on peut les tuer comme ça. Ou bien ce qu'on appelle le haltenstuffer, qui correspond à une lyse, c'est-à-dire une maturation spontanée de certaines molécules du complément, avec évidemment quelque chose qui bloque leur capacité tueuse pour qu'elles ne s'exercent qu'à bon escient. Ce que je vous demande de regarder, c'est ici cette étape, qui est une étape fondamentale, c'est que pour que ce soit actif, il faut que les éléments C3 et C5, qui sont donc 2 molécules du complément, soient activés, c'est-à-dire soient clivés pour former C3A et C3B et C5A et C5B, qui sont 2 fragments de la molécule du complément. Là, c'est juste pour vous illustrer ce qui se passe. Vous voyez, quand la bactérie est reconnue, soit parce qu'il y a des petits morceaux des lectines qui les reconnaissent, soit parce qu'il y a des anticorps qui les reconnaissent, à ce moment-là, ça permet au macrophage de s'approcher et d'aller manger la bactérie. Mais ce qui est vrai des bactéries n'est pas uniquement vrai des bactéries, c'est aussi vrai des cellules. Et pour le système nerveux, c'est particulièrement important parce qu'il y a des macrophages dans le cerveau. On appelle ça des microglies, mais ce sont des dérivés du mésoderme qui ont envahi le parenchyme nerveux avant la fermeture de la barrière hémato-ménagée. Et comme vous le savez, nous perdons entre 20 et 80% de nos neurones au cours du développement. Pas chez l'adulte, au cours du développement. Et puis, nous avons aussi une modification des synapses, c'est-à-dire qu'il y a des fibres qui meurent, qui régressent, etc. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir tous ces débris dans le cerveau. Donc, au cours du développement cérébral, eh bien, les microglies, ces macrophages cérébraux, ont une importance fondamentale pour aller bouffer les cellules, d'abord les débris, mais aussi les cellules avant que les cellules ne se cassent. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 80% de cellules dans une région du cerveau qui vont aller éclater, libérer leur ADN et aller transformer toutes les cellules autour, parce que l'ADN, c'est actif comme processus. C'est un truc qui peut rentrer dans les cellules, qui va aller maintenant s'incorporer dans le génome, et vous créer des mutations, en veux-tu, en voilà. Donc, la cellule doit exprimer à sa surface un signal « attention, je vais mourir », et à ce moment-là, le macrophage doit se précipiter et la manger vivante, agonique, avant qu'elle ne meure, quoi, totalement. Donc, c'est un système donc, du complément qui est un système extrêmement important au cours du développement, justement parce qu'on se raffine, si vous voulez, la formation des circuits neuronaux
dans notre système nerveux. Donc, c'est une fonction qui n'est pas uniquement une fonction qui est liée à la pathologie du système nerveux, ce sont aussi des fonctions qui sont liées à la physiologie du système nerveux au cours du développement, mais aussi, j'y viendrai probablement dans 8 jours, dans 15 jours, aussi dans la physiologie normale chez l'adulte du système nerveux. Et avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans le système nerveux central, les astrocytes, les macrophages et les neurones sont capables d'exprimer la plupart des molécules du système du complément. Donc il est tout à fait probable que la fonction de ces molécules va au-delà, évidemment, de la défense contre les agents infectieux, bactériens essentiellement, contre les méningites, pour aller vite. Même ça a été très très longtemps le point de vue dominant, justement du fait que la manifestation principale de la déficience du système, quand on a déficience du système, ce qui arrive essentiellement, c'est qu'on a une sensibilité accrue à la méningite à méningocoque. Donc, dans la cours qui viendra, dans 15 jours donc, je me concentrerai sur 2 composants du complexe du complément, les composants 3 et 5, qui sont les composants essentiels, les plus importants, et qui est la suite de l'activation du système, génère, je vous l'ai dit, les polypeptides C3A et C5A. Ce sont de petits polypeptides, de tout petits polypeptides, qui se fixent à des récepteurs, qui sont des récepteurs de la famille des protéines à 7 domaines transmembranaires, donc on a énormément parlé l'année dernière, c'est la famille des rhodopsines. J'en ai parlé il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus très bien, en 2008. Oui. Donc ces petits polypeptides se fixent à ces récepteurs et donc activent une cascade de transduction du signal. Ces récepteurs C3A et R et C5A R sont normalement exprimés dans le système nerveux central, tout particulièrement par les neurones du cortex et par les neurones de l'hippocampe. Les cellules progénitrices des oligodendrocytes expriment aussi C5AR, une expression qui s'éteint avec la maturation. Donc ce que je vous montrerai dans 15 jours, c'est que le système du complément participe à la régénération tissulaire. On le sait chez les amphibiens, C3 a été détecté dans les membres en régénération, mais également dans la réparation du système nerveux adulte des mammifères et donc probablement de Sapiens. Donc on verra ça dans 15 jours. Voilà, si vous voulez bien.